le président Alpha Condé à l'écoute des jeunes de Kankan. Pour vous, vous étiez tout à l'heure dans votre explication, Alpha Condé finalement, Kankan qui n'a pas d'électricité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu par le parti présidentiel pour cette région? Par le gouvernement. Le gouvernement est différent du parti présidentiel. Mais finalement, on a l'impression que tout est confondu dans non, ce pays. attention, oui, parce que c'est une méconnaissance de la loi. Oui, une méconnaissance non, de la loi, je vais vous dire, attendez, je vais vous dire quelque chose. Au gouvernement. Non, je vais vous dire, nous sommes partis, nous sommes la mouvance présidentielle, et nous soutenons les actions salvatrices, n'est-ce pas, du gouvernement. Quand est-ce que le parti s'est opposé au gouvernement? Alors, je vais vous dire qu'il y a le projet Djiné Mali, qui... La convention, je crois, est signée à l'Assemblée nationale. Nous avons le projet Transco SLG. Ce sont ces deux projets qui vont permettre, n'est-ce pas, à la Haute-Guinée et à la forêt, à travers le système interconnecté, d'avoir le courant. Mais vous savez, les gens parlent du projet FOMI. Mais la réalisation du projet FOMI est un peu difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un projet qui est dans le portefeuille de l'ABN. Ça, c'est un. Deuxièmement, monsieur le président de la République s'est fortement impliqué dans ce projet parce que il est à la fois hydroélectrique et hydro-agricole. Ça va permettre de la navigation sur le fleuve Niger tous les mois. Moi, je me rappelle, quand j'étais un tout petit à Sigiri, il y a un petit salan qui quittait Bamako pour venir jusqu'à Kankan. Oui. Et ça va continuer, qu'on appelait à l'époque bateau qui venait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cela est possible vu l'état de ce fleuve? Non, c'est bien possible. C'est bien possible avec l'aménagement. Le fleuve est ensablé. Non, c'est bien possible. Il y a aussi des milliers d'hectares, n'est-ce pas, qui seront aménagés à cet effet. Il y a l'aquaculture qu'on va, n'est-ce pas, et la pisciculture qu'on va développer. Donc, il y a tout un ensemble d'activités connexes qu'on va développer avec la réalisation du projet FOMI. Et tenez-vous bien que... Pour vous, avec le gouvernement Alpha Condé, tout se passe en merveille. La Guinée ne peut pas avoir un président qui a pensé et qui continue de réaliser les actions de développement plus qu'Alpha Condé. Voilà, Idrissa Condé pour clore justement sur la question. Je pense que le président de la République doit tirer le bilan de ses échecs et se remobiliser pour l'avenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le pays, de façon globale, notamment en Haute-Guinée. Je pense que le président de la République et le RPG doivent faire le bilan de leur gestion de 8 ans et tirer les leçons. Aujourd'hui, les populations sont beaucoup dessus, notamment en Haute-Guinée. Les jeunes n'ont pas d'emploi, la pauvreté a augmenté. Je pense qu'il faut travailler sur ces questions pour améliorer cette gouvernance. Voilà. Le débat va continuer chez vous, mesdames et messieurs. Nous sommes dans cette émission tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 22h. Justement, nous vous permettons de réfléchir aussi et de cogiter sur beaucoup d'actualités. Nous partons à présent en Hexagone où on va essayer de décrypter un peu le discours de Macron. Alors, hier, le président français s'adressait à sa population, à ses concitoyens. Après plusieurs échauffourées en France avec le mouvement des Gilets jaunes qui réclamait quand même un changement et une compréhension des souffrances de la population. Le président Macron s'est exprimé, nous l'avons tous suivi. Pour vous aujourd'hui, est-ce que... quel président vous avez vu en face de vous? Bon, un président... abattu? Un président à bout de souffle, un président qui est conscient aujourd'hui du message renvoyé par le mouvement des Gilets jaunes en France, qui est un mouvement de désolation et en même temps d'amertume et de colère. Les populations sont en colère par rapport au trop-plein de fiscalité en France. La pression fiscale est énorme, les revenus sont fortement taxés. Donc le nombre élevé de taxes sur le revenu en France pose un véritable débat de l'État français. Et donc aujourd'hui, vous voyez que le discours du président de la République, Emmanuel Macron, est un discours d'apaisement. Il dit qu'il comprend la colère de la population et que son gouvernement s'engage à augmenter de 100 € le SMIC. Est-ce que nous allons revenir à discuter? Est-ce que pour vous, c'était un mea culpa du président? Absolument. Le président de la République a fait un mea culpa et en même temps, le président
président de la République a fait un discours d'apaisement et de rassemblement des Français autour de l'unité de la France. Était-ce une opération de séduction du président de la République française, justement, pour les électeurs? Vous l'avez suivi? Oui, je l'ai suivi hier à 20h. Je pense que j'ai vu un président totalement déboussolé, déçu, abattu. Mais j'ai fait une analyse sociologique de la situation. Je me suis dit que ce sont les institutions même de la République française, toutes les institutions qui sont à bout de souffle. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et qu'est-ce qui vous fait d'être là? Vous savez, lorsque nous lisons un peu l'histoire de la République française, nous remarquons que les mouvements des Gilets jaunes, on peut les comparer aux mouvements qui ont abouti à la libération de la France en 1789. C'est-à-dire que la Révolution française. Vous savez que lorsque la Révolution française a commencé, il y a eu beaucoup de recul de la part du prince, du roi. Mais ça n'a pas suffi. Parce qu'il y avait un fossé très grand entre la bourgeoisie et les serfs. Il y a 40 ans quand même que ce système existe en France. Vous comprenez? Oui, ce système existe il y a 40 ans. Mais pendant 40 ans aussi, la société a évolué. Pendant 40 ans, les mentalités ont changé. De frustration, d'indignation. C'est-à-dire que les jeunes qui sont là, les réalités socio-économiques ont changé, les réalités socio-politiques ont changé, les mentalités aussi. Donc ça veut dire que le système politique doit changer. Parce que j'ai lu un analyste politique qui a dit que Macron a envoyé la politique allemande, n'est-ce pas, en France. La politique que Angela Merkel a appliquée pour enrayer un peu, diminuer un peu, si vous voulez, la pauvreté, le chômage, etc. Mais il a oublié que la société française est différente de celle de l'Allemagne. Donc, il y a eu une question d'inadéquation. Il n'a pas pris en compte les réalités socio-culturelles. Et nous avons un penseur, sociologue Claude Lévi-Strauss, qui a dit que le fondement réel de tout développement, c'est la culture. Voilà. Idrissa Condé, aujourd'hui, le président français, en tout cas, fait des annonces fortes pour un peu calmer les ardeurs. Pour vous, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ces réformes peuvent apporter comme changement dans cette crise en France? Je pense déjà que ce qui peut apaiser, c'est l'augmentation du SMIC de 100 €, mais également la défiscalisation des heures supplémentaires. Et j'ai vu ce matin que les banques, le président de la République a reçu à l'Élysée également les représentants des banques qui ont dit qu'ils n'avaient pas augmenté justement les frais bancaires des revenus les plus faibles. Donc je pense que dans l'ensemble, il y a un ensemble de mesures apportées à la fois par l'État et par les services publics et ainsi que les services privés. Et l'épineuse question n'a pas changé, l'ISF. Oui, ben justement, parce qu'il y a une raison à cela. On a dit, attention, si on défiscalise l'impôt sur la fortune, qu'est-ce qui va se passer? Globalement, les fortunes vont quitter la France. Si le taux de pression fiscale est faible en Allemagne et en Belgique, c'est un environnement concurrentiel. Ils sont dans l'Union européenne. Alors si en Allemagne, finalement, en Belgique... Macron, de façon... Oui, parce que vous savez, comme disait subtil, Machiavel, le prince prend de l'ampleur. Le prince analyse la crise et prend des décisions. Avoir une main de fer dans un gant de velours, faire des concessions tout en gardant l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, si les Gilets jaunes comprennent une chose, c'est qu'aujourd'hui, la France peut faire certaines choses, mais la France ne peut pas faire certaines choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut être objectif. Macron a lâché du reste. Il faut que le mouvement des Gilets jaunes comprenne également que il y a un impératif global de l'économie française et de la réforme des institutions. Il le disait mon cher Traoré tout à l'heure. Il faut faire des réformes institutionnelles et qui aujourd'hui vont permettre à la France d'être de nouveau dans les relations européennes et internationales dans une autre forme de gouvernance et de gouvernement. Et je pense que ce débat va susciter l'échiquier politique française pour les prochaines élections présidentielles et qu'il y a un débat de l'État français qui s'oppose. Ce n'est pas seulement une question économique en tant que telle politiques dans le système. Profiter de la situation justement vous savez, l'arrivée de Macron au départ, en tout cas pour tout sociologue,
a suscité des difficultés. Il était ni de la gauche ni de la droite. Ni de la droite. Donc, quelle était sa ligne politique? Quelle était sa doctrine? Est-ce qu'il était un libéral ou est-ce qu'il était un socialiste? Donc, il a voulu prendre juste la médiane. Il s'est rendu compte aujourd'hui que la sociologie française et que ce ne sont pas des sociétés purement libérales. C'est des gens qui sont beaucoup plus... qui se recroquevillent beaucoup plus au niveau de l'État. C'est-à-dire que l'État, c'est l'État-providence. On a habitué le peuple à ça. Et c'est les difficultés qu'il a eues. Vous savez, il propose un nouveau contrat social avec la population. Lorsque vous prenez, vous portez écoutez, la question. La nécessité aujourd'hui pour arrêter la crise, c'est la réforme des institutions françaises. Un. Deuxièmement, c'est le renouvellement de la classe politique française. Parce que, si vous remarquez, c'est un jeu de ping-pong, que ce sont les mêmes gens qui gèrent la France depuis 40 ans. Absolument. Ce sont les mêmes gens. Donc, les jeunes, la nouvelle génération ne se reconnaît pas en ceci-là. Donc, il y a une sorte de comment je vais appeler ça, une sorte de sursaut de la jeunesse qui ne dit pas son nom. Donc, tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement le cas de la France, hein. C'est le cas de l'Allemagne. Nous allons revenir là-dessus. De votre côté, un nouveau contrat social en France, Macron réclame et promet de coordonner les échanges avec les maires de la France. Pour vous, je pense que ce contrat social commence par le changement de la gouvernance politique. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut faire une réforme de l'État français. Il faut faire les états généraux de l'État français pour tirer les leçons des échecs de ce gouvernement. Parce que vous savez faire un état général. Oui, il faut faire les états généraux. Oui, absolument. Dans toute la ligne. Vous prenez l'Élysée, vous prenez Matignon, vous prenez l'Assemblée nationale, vous prenez le Sénat, vous prenez les régions, les communes. Il y a toute une bureaucratie exécrable en France avec une classe sociale catégorisée. Je vous rappelle qu'en France, si vous n'êtes pas d'une certaine famille, vous n'êtes pas issu d'une certaine famille, vous ne pouvez pas aller même dans les études. Je rappelle l'histoire de l'ENA, après la Seconde Guerre mondiale. Et quand on a créé l'ENA, et aujourd'hui, vous voyez que ceux qui sortent de l'ENA ont plus de chances de gouverner et de réussir dans la vie professionnelle. Et il y a un certain nombre de grandes écoles en France, notamment HEC Paris, la Sorbonne, d'autres universités en France, qui sont des repères en termes. Donc, il y a toute une hiérarchisation de la vie institutionnelle en France. Et quand vous prenez l'appareil d'État, il y a toute une caporalisation et une socialisation profonde de l'institution étatique qui exige dans la construction de l'état de droit qu'on fasse en sorte que l'égalité et la justice sociale soient de mise et que la justice fiscale soit de mise. Parce que ce qui se dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une catégorie de Français qui sont hyperment riches et qui ne payent pas d'impôts. Alors qu'il y a une catégorie de Français qui ne gagnent que ce qu'elles gagnent pour arrondir les fins du mois, qui payent beaucoup d'impôts. Donc il y a une injustice fiscale tire son épingle du jeu dans cette situation parce que dans le système n'a pas été qualifié la gouvernance. Touché, mesdames et messieurs, pratiquement nous arrivons à terme de cette émission. Certainement nous allons revenir très prochainement pour en débattre plus. Merci monsieur Djigiba d'être passé dans cette émission. Merci. Voilà, histoire de se retrouver prochainement. Merci. Alors, merci à Idrissa Condé. C'est une obligation. Voilà, mesdames et messieurs, histoire de se retrouver demain au compte de cette même émission. Bonsoir chez vous sur la télé du 21e siècle.